Alors, il va être temps pour nous de passer à la troisième présentation d'aujourd'hui. Donc, c'est Oussama Jaber qui va nous rejoindre. Oussama est anciennement tech lead chez Théodo et freelance depuis quelques mois. Mais il va nous en dire plus sur lui-même. Et aujourd'hui, il va nous parler de la façon de transformer des bugs en opportunités en utilisant une méthode QRQC à laquelle il a contribué. Je vais le faire monter à l'écran. Bonjour Oussama, Bonjour, comment vas-tu? très bien. Vous m'entendez bien? Alors, bah écoute, je vais te laisser la main. On prendra les questions si ça te convient plutôt en fin de présentation. Ouais, Donc, je te laisse le dance floor complètement et puis je reviens un petit peu plus tard pour poser les questions qui seront arrivées. super. Je monte ton écran. Alors, tu as un partage. Voilà. Hop, c'est ton écran. Alors, petit Inception là. Et je vais. Euh, Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, c'est Ça va? bon. C'est Ça bon, va? c'est bon. Super, nickel. Bon, bah, bonjour à tous. Donc, on va parler aujourd'hui de comment transformer vos bugs en opportunités avec la technique du QRQC, donc le Quick Response Quality Control. Donc, un mot rapide sur moi. Donc, moi, je suis diplômé des Mines de Paris en 2018, après avoir fait pas mal de machine learning dans des startups à Paris et Londres. Puis ensuite, entre 2018 et août 2022, enfin c'est très récent, j'ai été software engineer puis lead software engineer, tech lead chez Théodo, qui est une agence web agile, lean à Paris, très orientée lean management. Puis depuis, je suis dev freelance depuis, on va dire, 2 petits mois. Un mot sur le contexte des learnings de cette présentation. C'est vraiment mon expérience au sein du groupe Théodo entre 2018 et 2022. Donc, Théodo, en fait, maintenant, c'est vraiment, il y a un groupe, en fait, il y a plusieurs startups qui font différents types de techno, d'industrie. Et j'ai pu étudier, j'ai pu faire des projets chez différents clients, chez lesquels je me suis intéressé à cette problématique des bugs, comme BPI France, Mano Mano, Smallable, Usign ou Target. Et où j'ai pu voir en fait à la fois les méthodologies d'études et d'analyse et de gestion des bugs qui étaient déjà là, celles à laquelle moi j'ai pu contribuer, etc. Donc le plan de cette présentation, ça va être d'abord de parler un peu de ces différentes approches de gestion des bugs, puis de s'intéresser à la technique du QRQC et comment vous pouvez la mettre en place, et enfin ouvrir sur une technique qui s'appelle le Dantotsu, qui est l'utilisation systématique du QRQC dans votre chaîne de production. Donc, avant de commencer, je parlerai beaucoup de défauts, de bugs et de défaillances. Donc, j'ai voulu revenir aux définitions utilisées par le Comité français des tests logiciels. Donc, un défaut ou un bug, en fait, j'utiliserai les deux termes de manière. Ce sera pareil de la même chose, en fait. Un défaut ou un bug, c'est une imperfection ou une déficience d'un produit lorsqu'il ne répond pas à ses exigences ou à ses spécifications. Mais du coup, ça n'entraîne pas nécessairement ce qu'on va appeler une défaillance. Et une défaillance, c'est l'événement dans lequel le composant ou le système ne va pas exécuter la fonction requise dans les limites spécifiées. Ce à quoi on va s'intéresser, c'est vraiment comment transformer les défauts, les bugs, en opportunités, au-delà de simplement les défaillances et les incidents, et on va en parler par la suite. Donc, avant de commencer, on peut juste se demander, OK, on parle de s'occuper des bugs, mais pourquoi? Moi j'ai des engagements en termes de fonctionnalité, je veux de la feature. Pourquoi je m'occuperai des bugs? Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que des bugs ou des défauts, il y en a beaucoup en fait. Il y en a vraiment beaucoup. C'est un vrai problème dans l'industrie de la tech. Il y a des études assez anciennes qui montrent que en moyenne, un développeur va introduire 15 défauts par 1000 lignes de code. Donc, un défaut, ça peut être juste un problème de typage, euh, ça peut être une variable qui est utilisée mais qui n'a pas encore été déclarée, des choses comme ça. Euh, Plein de petites choses que d'ailleurs, justement, on va avoir certains outils qui vont nous permettre de les catcher, de les éviter. Cette mesure-là, elle est très citée, celle des 15 défauts par 1000 lignes de code, parce qu'elle est ancienne et c'est beaucoup répandu. Mais enfin, il faut prendre un peu de recul parce que ça ne veut pas forcément dire grand-chose. La mesure que nous, on utilisait à Théodo, c'était une mesure qui a été développée par un de mes anciens managers, qui est le nombre de bugs par développeur par semaine.
Et en fait, on s'était dit que l'objectif, c'était de nous assurer que les équipes avaient moins de 1 bug par développeur par semaine. Et ce qu'on avait constaté, c'est que les équipes qui rencontraient régulièrement des bugs, parce que, par exemple, ils avaient été sur une phase avec beaucoup de builds pendant, par exemple, plusieurs mois en négligeant, en accumulant de la dette technique. Typiquement, c'est une situation qui arrive très classique, hein, que tout le monde a déjà pu rencontrer malheureusement. Eh bien, ces équipes-là se retrouvaient en fait, dans certaines phases de vie du projet, à devoir gérer 2 à 3, voire 4 bugs par développeur par semaine, ce qui finit par représenter en fait quasiment l'intégralité de la semaine du sprint du développeur. Donc, bien sûr, tous ces défauts, ils n'entraînent pas nécessairement, tous ces bugs, ils n'entraînent pas nécessairement des défaillances, des incidents en production ou auprès des utilisateurs. Mais ce dont il faut être conscient, c'est que les conséquences des défaillances, elles sont elles-mêmes variables et certaines peuvent être catastrophiques. Et j'ai cité 2 exemples. Le premier, c'est ce mignon petit bug qui a eu lieu en 2012 et qui en fait a quasiment tué la boîte qui était à l'époque le leader du micro-trading, qui s'appelait Knight Capital. En fait, en 45 minutes, ils ont perdu 440 millions de dollars parce qu'ils ont réactivé un ancien feature flag dans leur code, ce qui a fait que leur logiciel gérait la production, donc la bourse de New York, comme étant un environnement de test. Et ils ont perdu comme ça 440 millions de dollars en 45 minutes. Un autre exemple, enfin, c'est pas vraiment marrant ici, hein, mais un autre exemple un peu plus tragique, c'est cet exemple-là où au Royaume-Uni, un bug dans un logiciel qui était chargé de relancer des femmes pour se faire dépister du cancer du sein. Et bien ce logiciel-là avait un bug qui a traîné entre 2009 et 2018 pendant 9 ans en production. Et ce bug a entraîné que 450 000 femmes n'ont pas été relancées pour se faire dépister. Et on estime que ce bug a tué plus de 200 personnes au Royaume-Uni. Donc, en fait, c'est là qu'on voit une chose, c'est que, comme vous le savez déjà, mais aujourd'hui, le logiciel, c'est vraiment partout, dans toute l'industrie. Et les conséquences des défauts de qualité dans les logiciels peuvent avoir des conséquences parfois dramatiques, que ce soit sur les business ou sur les personnes ou sur quoi que ce soit, en fait, sur un peu tout. Et donc, maintenant qu'on est d'accord que c'est important de s'occuper des défauts parce que les défauts peuvent avoir des conséquences gravissimes, on va regarder rapidement comment s'occuper des bugs. Première manière de s'occuper des bugs, c'est de les ignorer. Donc, ça arrive vraiment. Il y a des gens qui vont ignorer la qualité pendant un moment en se disant, parce que dans leur tête, ils sont en train de faire ce que je vais appeler la deuxième manière de s'occuper des bugs, s'en occuper plus tard. Donc, ils vont se dire, ce qui revient en fait exactement à la même chose que de les ignorer, c'est de se dire, on s'occupera plus tard des bugs. On va refactorer ça plus tard, on s'occupera de ça plus tard. Je vous ai mis une petite image rigolote de gens qui construisent un mur avec des briques vraiment mises n'importe comment, en se disant que c'est pas grave, on s'en occupera plus tard. Le problème, c'est que quand on fait ça, on néglige la loi exponentielle en fait du coût de la correction des défauts en fonction du temps entre leur apparition dans le système et leur fixe. Et c'est quelque chose qu'on constate. En fait, plus on va accumuler du temps de la présence du bug typiquement, surtout en production, plus le fait de le réparer, ça va coûter cher parce que les systèmes se construisent comme un mur, en fait, par brique sur brique. Donc, il va falloir parfois démonter des choses, reconstruire des choses, sachant que ça peut aussi, entre-temps, entraîner des coûts comme la perte de clients, la perte de confiance, etc. Et bien sûr, ce n'est pas ça le standard de gestion des bugs. Le standard aujourd'hui que vous avez probablement déjà croisé dans les organisations où vous travaillez, c'est ce qu'on appelle le post-mortem sans reproche, qui est utilisé chez Google, chez Atlassian, et qui a été popularisé notamment par un article qui a été publié par l'ancien CTO de Etsy, il y a une dizaine d'années. Et moi, j'ai pu le voir dans des organisations comme ManoMano ou YouSign. Donc, je vais en parler juste après. Donc, ça, c'est le titre de l'article un peu phare qui a popularisé cette méthode de gestion. Concrètement, c'est quoi les éléments d'un bon post-mortem selon Google et Atlassian? Il y a plusieurs points. Premier point, c'est qu'il faut que le post-mortem soit sans reproche pour faire en sorte que les gens ils s'investissent dans le post-mortem et qu'ils n'aient pas une posture défensive. Il faut que le post-mortem identifie les causes profondes ayant conduit à l'incident. Il faut qu'il permette de comprendre précisément le déroulement de l'incident. Typiquement, un des
une des bonnes pratiques des post-mortem, c'est de mettre des timelines avec, selon l'incident, parfois à la minute près, voire à la seconde près, le déroulement de l'incident. Il faut que le post-mortem implique toutes les personnes impliquées dans l'incident. Donc, ça va très vite. Généralement, on va vite monter à plus de 5, 10 personnes. Il faut aussi que le post-mortem soit challengé par des gens externes, ceux qui ont mis en place ce post-mortem. Et il faut enfin le partager. Donc, ça, c'est un peu les éléments importants d'un bon post-mortem. Et on voit ici un point, c'est qu'en fait, le post-mortem, c'est quelque chose qui est très gourmand en ressources et qui fait qu'on ne va pas analyser tous les bugs. Et justement, une des bonnes pratiques qui est présentée par Google et Atlassian dans la documentation publique qu'ils ont sur ce sujet, c'est qu'il ne faut pas faire un post-mortem pour chaque incident, pour chaque défaillance, mais uniquement quand la défaillance, elle va dépasser un certain seuil de criticité. Donc, par exemple, pour Google, chaque fois que la défaillance, elle va être liée à des données personnelles, eh bien, ça va déclencher le fait de faire un post-mortem. Je crois que c'était Atlassian qui conseillait de aussi ouvrir le fait de faire un post-mortem à la demande d'un stakeholder. En fait, pourquoi? Pour créer de la confiance en fait, entre les équipes techniques qui ont, d'une manière ou d'une autre, causé cet incident et les équipes métiers ou les stakeholders. Et c'est là qu'on voit le problème, du coup, c'est que le post-mortem, c'est une méthode qui est pensée pour les incidents et pas pour les bugs ou les défauts. C'est pour ça qu'on ne va pas le faire tout le temps, en fait. On ne va pas analyser tous les bugs, tous les défauts, tout ce qu'on peut détecter avec des post-mortem. Ça serait beaucoup trop coûteux. Pour vous donner l'exemple des organisations dans lesquelles moi j'ai été, celles qui appliquent le post-mortem, généralement, entre le moment où l'incident a lieu, et généralement, c'est des incidents vraiment importants, c'est à l'échelle de scale-up, c'est des incidents quand même qui vont remonter au moins, qui vont monter plusieurs niveaux dans la hiérarchie. Et bien, généralement, entre le moment où l'incident avait lieu et le moment où le post-mortem était fait, il y avait minimum une semaine. Parce que pour réussir à réunir dans une même pièce ou dans une même room virtuelle depuis le Covid, toutes les personnes impliquées dans cet incident, ça prenait du temps en fait. Et je reprends. Et en fait, c'est finalement une grosse perte d'apprentissage de laisser passer des défaillances, parce que du coup, il y a même des défaillances qui ne vont pas être analysées avec des post-mortem, de laisser passer plein de défaillances parce qu'elles ne dépassent pas ce seuil de criticité. Et j'ai pris ici le post-mortem exemple publié par Google. Ils ont publié ce post-mortem-là qui parle d'une défaillance qu'ils ont eue sur la recherche sur le mot Shakespeare, qui était down pendant 1 heure en 2015, suite à une découverte un peu archéologique liée à Shakespeare. Et ils disent, en fait, dans l'analyse de root cause, ils écrivent « Sous des circonstances normales, le taux d'échec dû à une fuite de ressources est suffisamment faible pour ne pas être remarqué. » Vous voyez, ils disent juste en dessous « Bug latent triggered par un accroissement soudain de trafic. » En fait, finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, il y avait déjà cette défaillance qui était là en permanence, mais qu'il négligeait, qu'il laissait de côté et qui, en fait, finalement, leur a causé une défaillance beaucoup plus importante qui a impacté 1 milliard de queries perdues quand même, quand on regarde l'impact. Et c'est là que vient l'approche du QRQC. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est pour être capable d'étudier davantage les défauts et les outils, les analyser, on va aller voir des outils de qualité issus d'autres industries. Et c'est là l'idée d'utiliser du coup des outils issus du Lean. Le Lean, c'est une méthodologie de management et de gestion qui est issue du Toyota Production System. Donc, Toyota qui a, dans les années 50, développé cette philosophie un peu de gestion de leurs usines, dans lesquelles il y a le concept du JIDOKA, qui est le fait d'intégrer la qualité dans le système lui-même, notamment avec l'automatisation. Le Lean a donné, dans les années 90, aussi dans l'industrie automobile, chez Nissan et Veolia, le QRQC, dont je parlais juste après. Et l'idée, c'est de reprendre en fait cette même façon de voir, ces mêmes outils, en se disant que, au final, les bugs et les défauts, c'est juste un problème de qualité en fait.
en se disant que chaque ticket développé par un dev, c'est finalement juste une pièce dans une chaîne de production qui commence à la conception, à la spécification, et qui se termine avec le code, les fonctionnalités qui sont en production utilisées par des vrais utilisateurs. Finalement, comme une voiture, par exemple, ou une pièce d'avion. Et donc, le QRQC, c'est quoi? C'est deux parties principales. C'est d'abord le fait d'avoir une quick response, donc pouvoir réagir rapidement et réagir systématiquement, et afin de contrôler la qualité, quality control, pouvoir résoudre le problème en profondeur, pouvoir supprimer la récurrence du problème et améliorer les standards opérationnels. Donc, les piliers du QRQC, c'est quoi? C'est d'abord de comprendre exactement ce qui s'est passé. Et ici, on rejoint un peu l'approche du post-mortem, en en enlevant les parties qui ne vont pas être nécessaires. Donc, ce qu'on va essayer d'avoir, par exemple, c'est la ligne exacte qui cause le bug. C'est important. Si on n'a pas la ligne exacte qui cause le bug, c'est que probablement, on n'a pas compris le bug pour de vrai. On va essayer d'avoir aussi le maximum d'éléments de contexte, comme la paire qui introduit le bug, le ticket qui le spécifie, parce que ça permet parfois d'avoir une meilleure compréhension, le log d'erreur également. Et un bon moyen de s'assurer en fait qu'on a vraiment compris le bug, c'est de dessiner le flux du problème. C'est en fait dessiner le flux standard d'exécution du code. J'ai ici repris un exemple réel où on avait en fait un bug qui apparaissait entre un front-end et un back-end parce que l'utilisateur, dans un input côté front-end, rentrait un caractère spécial, un itrema, dans un champ texte. Quand le front-end envoyait le contenu de l'input dans un JSON au back-end, ça passait par un firewall qui checkait le contenu du JSON et le comparait à une checklist de caractères dangereux. Et en fait, le itrema était considéré comme dangereux. Donc, ça mettait la requête en erreur. La requête n'arrivait jamais jusqu'au back-end. Et le fait d'avoir dessiné le flux, ça permet de vraiment identifier très précisément. Une bonne façon de faire, c'est vraiment même de colorier, par exemple en rouge, l'étape cassée, pour pouvoir être vraiment au clair, pouvoir très rapidement expliquer à quelqu'un ce qui s'est mal passé et où. Le deuxième pilier du QRQC, c'est une fois qu'on a compris le contexte de ce qui s'est passé, pouvoir comprendre exactement ce qui a causé le problème. L'analyse de root cause, pour essayer de voir qui doit apprendre quoi. Et là, on ne va pas rentrer dans comment faire de l'analyse de root cause, ça dépasse un peu le cadre de cette présentation, mais il y a différentes méthodes. Il y a la méthode des 5 pourquoi, d'essayer de se poser un pourquoi, une question de pourquoi quelque chose a eu lieu, puis enchaîner pourquoi telle chose a elle-même eu lieu, pourquoi, pour vraiment se forcer à rentrer au fond du problème. Et l'autre approche, c'est l'approche des second stories, donc des questions, des histoires sous-jacentes, on va dire, des histoires sous-jacentes, pour traduire ça comme ça. Et j'ai repris ici justement cet article de l'ancien CTO de Etsy qui parle des post-mortem et qui explique ce concept de second stories. C'est de se dire en fait que, par exemple, si on prend le concept d'erreur humaine, de se dire l'histoire de base première, naïve, first story, c'est de se dire que l'erreur humaine, c'est la cause de l'erreur, c'est la cause de la défaillance. Et c'est d'aller plus loin en fait. C'est de se dire que l'erreur humaine, en fait, c'est l'effet d'une vulnérabilité du système qui est profondément enracinée dans l'organisation. Et en fait, le fait de réfléchir de cette manière-là, ça va vous pousser à aller plus loin dans votre analyse de cause. Parce qu'en fait, ce qu'il faut réussir à obtenir quand on fait une analyse de cause, c'est vraiment comprendre qui doit apprendre quoi. En fait, en réalité, qui a mal fait quoi et pourquoi. Parce que les systèmes logiciels sur lesquels on travaille, en fait, au final, ils sont composés de 2 types de briques. Ils sont composés d'êtres humains, des devs, des testeurs, des concepteurs, des utilisateurs, etc. Et des briques logicielles, de tests, de CI, de CD, des infrastructures, des briques qui ont été mises en place et sont maintenues par des êtres humains. Donc, au final, si quelque chose se comporte mal, au final, c'est de manière toujours liée à une erreur humaine. Bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes, parce que c'est là qu'on retombe sur le concept de sans reproche, dont vraiment l'essence, c'est de se dire qu'en fait, personne n'introduit volontairement un défaut. Et j'ai repris ce petit mème où en fait, on se dit que débugger, c'est le fait de trouver des problèmes qui n'ont pas eu lieu quand on était sur sa machine. Ça marche sur ma machine, la fameuse
la fameuse phrase. En fait, personne va volontairement introduire un défaut. Il va le faire soit parce que ça s'est pas produit dans le contexte dans lequel il était, soit aussi, par exemple, parce que il a potentiellement mal compris une spécification. Euh, euh, et, et donc, pour bien gérer les bugs, il faut aussi développer une certaine culture d'entreprise, une culture qui est juste et semblable, pour pas tomber en fait dans cette logique-là de se cacher en fait quand il y a un incident, d'essayer de se passer la balle les uns les autres pour se dédouaner des problèmes. Au contraire, en fait, si on réfléchit comme ça, on ne pourra jamais progresser, ni en tant que développeur, ni en tant que testeur, ni en tant que concepteur, ni quoi que ce soit. L'autre pilier du QRQC, le troisième, c'est de se demander comment est-ce qu'on aurait pu détecter le bug plus tôt dans le flux. Et la question un peu qu'on peut se dire, c'est quel mur de qualité aurait pu prévenir la propagation de ce bug dans mon flux de production? Et donc, je vais m'arrêter un peu sur ce concept de mur de qualité. Donc, c'est quoi un mur de qualité? Un mur de qualité, c'est tout process humain, manuel ou automatisé qui va permettre de détecter un défaut avant qu'il n'avance dans le flux de production. Donc là, j'ai pris un flux de production vraiment basique, un peu bateau, où l'équipe technique ou produit conçoit une fonctionnalité. Un dev va coder cette fonctionnalité sur sa machine. Le dev va ensuite lancer des suites de tests automatisés avant de commit et de pusher son code. Son code va être lu en code review. Des tests vont être effectués, que ce soit des tests manuels ou des tests de CI ou autres. Puis, il va y avoir le déploiement de la fonctionnalité. Et j'ai mis, ça c'est vraiment un flux vraiment basique, j'ai vu quasiment sur tous les projets sur lesquels j'ai pu être. Et les murs de qualité, donc ces process qui permettent de stopper la propagation d'un défaut, bah, je les ai mis en vert. Donc, par exemple, le fait de lancer une suite de tests en local sur sa machine, bah, c'est un mur de qualité parce que la fonctionnalité, elle est déjà faite. Si le défaut il a été introduit durant la phase de code, eh bien, la suite de tests automatisés en local va permettre de stopper la propagation du flux et de la garder, en fait, la détecter et garder le défaut dans l'environnement local. La code review, ça va permettre de bloquer ça avant que ça arrive sur une branche partagée de code. La CI ou les tests manuels vont également bloquer le fait que ça aille typiquement sur l'environnement de production. Donc, je vous vois venir, donc surtout avec la conf qu'il y avait juste avant. Le TDD, par exemple, est-ce que c'est un mur de qualité? Du coup, non, le TDD, ce n'est pas un mur de qualité. Parce que quand on fait du TDD, on intègre, c'est un geste qui est intégré directement, en fait, dans la phase de code, dans la phase de développement. Et donc, le TDD, c'est une évolution de la façon de coder. Donc, ça rentre, en fait, dans cette brique-là, la brique vraiment de dev. Donc, potentiellement, le TDD, ça peut être un outil qui va permettre d'améliorer le processus de création, le processus de développement, et qui va être, par exemple, lié à la root cause. Par exemple, on pourrait se dire, suite à un bug, qu'en fait, il y a ici qu'il faudrait faire plus de formation sur du TDD pour davantage former les équipes à soit faire du TDD tout court, soit par exemple faire du TDD sur des briques compliquées, des briques avec beaucoup de logique, etc. Pareil, la testabilité de son code, l'observabilité du code, c'est des choses qui vont plutôt rentrer dans ces phases-là non pas, ce n'est pas vraiment des murs de qualité, mais c'est vraiment des évolutions de la manière de travailler. Donc, ça rentre dans la partie code et analyse de root cause. Enfin, le dernier pilier du QRQC, c'est une fois qu'on a compris ce qui s'est passé, qu'on a compris qui doit apprendre quoi et pourquoi en fait le défaut s'est propagé, c'est de se dire, OK, maintenant, il faut que ce bug il soit éradiqué. Donc, c'est de se demander en fait, est-ce que le bug il est présent ailleurs dans l'application? Parce que le risque, c'est de résoudre un petit bug quelque part et de laisser en fait tous ces petits copains ailleurs, alors que c'est le bon moment de les résoudre, vu qu'on vient d'obtenir les learnings qui nous permettent de résoudre ça facilement. Et du coup, on passe en fait de cette logique du post-mortem. Donc ici, j'ai mis un schéma issu de la documentation d'Atlassian sur c'est quoi un post-mortem. Donc, en fait, il va y avoir des incidents après les déploiements. Et dans certains cas, on va faire des post-mortem, ce qui va permettre de planifier et de build, et rien faire dans d'autres cas, à une logique
où, en fait, tous les incidents, déjà toutes les défaillances, enfin, c'est plutôt des défaillances ici, en fait, vont entraîner des QRQC. Et chaque QRQC va entraîner une amélioration du système, que ce soit, par exemple, une amélioration de la planification. Par exemple, on se rend compte qu'il y a certains edge cases sur lesquels on est mal formé. Une amélioration des outils de dev ou de la CI, une amélioration de la CD, l'amélioration de la détection des problèmes, etc. Et donc, l'avantage de cette approche-là, c'est que ça va permettre de sortir des silos organisationnels parce que ça va, on va en fait réfléchir au logiciel vraiment comme si c'était non pas juste le logiciel, mais comme si c'était un système vivant qui va être composé à la fois du code en prod, des serveurs et des équipes présentes et futures. Vraiment réfléchir dans une logique dans une approche très holistique. Tout à l'heure, Roméo parlait de maïotique. Donc, voilà, une approche très holistique du système. C'est-à-dire qu'en fait, le bug, c'est un moyen, en fait, c'est comme une fenêtre qui permet de voir en fait l'intérieur de ce système vivant et de voir les vulnérabilités qu'il y a à l'intérieur de ce système pour les renforcer. Et en fait, du coup, on rentre dans une attitude qui est plus positive face aux bugs. Le post-mortem, c'est une attitude qui est plutôt négative. D'ailleurs, même le terme post-mortem, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire autopsie. C'est un terme qui est un peu négatif au final. Alors que le QRQC, c'est de se dire comment rapidement, quick, je vais réagir au problème pour améliorer la qualité. Donc, c'est une logique qui est un peu plus positive et qui est plus généralisable. Pourquoi elle est plus généralisable? Parce que, en fait, il suffit juste de répondre à ces 3 questions. Et il n'y a pas besoin d'être 10 personnes pour faire ça. Au final, un QRQC, on peut le faire tout seul ou à 2, par exemple. On peut avoir, par exemple, un responsable de la qualité ou un tech lead ou un testeur et la personne qui a causé le bug pour analyser le bug et voir en fait comment on va pouvoir progresser à la fois d'un point de vue système, d'un point de vue ce système vivant qui est notre logiciel et d'un point de vue dans son propre métier pour s'améliorer. Donc en QRQC, en fait, on peut faire ça immédiatement après l'arrivée, la détection du défaut. Contrairement au post-mortem qui va nécessiter beaucoup plus de ressources et d'investissement. Donc, je vais vous mettre un petit exemple de QRQC. Donc, un petit exemple de QRQC. Là, c'est un des premiers QRQC qu'on a pu faire dans une des équipes où j'étais. C'était un QRQC. Vous voyez toujours mon écran, j'ai changé d'onglet. Oui, donc c'était un bug qui s'est produit plusieurs fois sur une application une application interne de gestion de commandes où on avait en fait le testeur qui tombait sur des écrans blancs, sur ces écrans blancs sur le dashboard. Et donc, première chose à faire, pouvoir de manière claire identifier le problème. Donc, on écrit le problème en une seule phrase claire. Donc, pendant 24 heures, tous les utilisateurs qui se connectaient en prod avaient immédiatement un écran blanc sur la première page, donc le site n'était pas utilisable. On voit clairement l'impact. Donc, écran blanc en prod, 100% des utilisateurs impactés pendant 24 heures. Ensuite, la partie un peu contexte, on a la ligne de code précise qui a causé le bug. Alors, une bonne pratique qu'on s'est mis à faire par la suite et qu'on voit ici, c'est que là, pour voir la ligne de code en erreur, il faudrait ouvrir le lien. D'ailleurs, je n'y ai même plus accès. Donc, ce qu'on peut faire plutôt, c'est de mettre une capture d'écran de la ligne de code. Ça permet de pouvoir vraiment tout centraliser au même endroit. La MR qui fixe le code, idem, on pourrait mettre une capture d'écran vraiment de la ligne ou du bout de code qui fixe le code. Et ensuite, le standard, donc le flux standard d'exécution du code pour comprendre ce qui se passe. Donc là, on l'avait fait avec vraiment une liste des étapes où on explique en fait comment on calculait le prix total en fait, sur ce dashboard de commande, on calculait le prix total et comment en fait, ligne par ligne, mais de manière explicite en fait, avec du français, comment est-ce que le code se comporte. Donc, on map sur les références de chaque commande,
nanana, nanana. Donc, c'est vraiment du code, mais expliqué de manière claire. Ce qui permet aussi potentiellement de partager en fait ce qui se passe à des gens qui ne sont pas tech. Et le log d'erreur pour vraiment comprendre concrètement ce qui s'est passé. Et en fait, ici, sur ce bug-là, ce qui se passait, c'est qu'on utilisait une fonction de JavaScript qui s'appelle reduce sans l'initialiser. Et en fait, quand on fait ça, si jamais le tableau sur lequel cette fonction est utilisée est vide, ça déclenche une erreur JavaScript, en fait, ce qui cause cet écran blanc. Donc, on passe ensuite dans la phase d'analyse. Donc, pourquoi le développeur a écrit cette ligne de cette manière? Vraiment la phase de root cause, où on explique en fait vraiment avec des méthodes d'analyse de root cause comme les 5 pourquoi, qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Ensuite, on se demande pourquoi le bug n'a pas été détecté plus tôt. Pareil, on peut faire de la méthode de 5 pourquoi pour vraiment comprendre qu'est-ce qu'on aurait pu faire. Donc là, en l'occurrence, en fait, on s'était rendu compte que ce cas, il n'avait jamais été testé, le cas où il n'y avait rien sur l'écran, où en fait, il y avait les commandes qui étaient vides, parce que c'était un cas qui n'était pas prévu d'un point de vue théorique métier. Et on s'était demandé, en fait, comment faire pour s'en rendre compte. Est-ce que du TDD, par exemple, aurait été une bonne méthode, une bonne façon de faire? Et on s'était aussi arrêté sur est-ce que ce bug il est présent ailleurs dans l'application? Et on s'était rendu compte qu'en fait, il était partout, à chaque endroit où cette fonction de JavaScript était utilisée, on l'utilisait partout mal en fait. Ce qui fait que le bug était présent en fait dans une dizaine d'autres endroits dans le code, sans forcément causer les défaillances puisqu'on ne les avait pas détectées. Une question que finalement j'avais enlevée du template et sur laquelle on s'arrêtait à un moment donné, et c'est une bonne manière d'améliorer en fait les analyses, c'est de se demander pourquoi le bug a été aussi impactant. C'est d'essayer de voir en fait est-ce qu'il n'y a pas des bonnes pratiques à mettre en place dans le système lui-même pour par exemple restreindre les explosions, les défaillances à des parties de la page plutôt qu'à toute la page. Ensuite, ça nous permet en fait à partir de ces analyses-là d'obtenir une action court terme pour corriger le bug le plus vite possible et une action long terme pour empêcher que le bug se reproduise. Et les actions long terme, le but, en fait, c'est d'obtenir ce qu'on appelle des Pokayoke. Donc, c'est aussi un terme issu du Lean Management. C'est en fait des outils où on a automatisé la qualité au sein même du processus. Par exemple, ce qu'on a fait ici sur ce bug-là, c'est qu'on a utilisé un outil de qualité de JavaScript qui s'appelle ESLint. Donc, ESLint, c'est un outil qui permet d'avoir du feedback en temps réel quand vous codez en JavaScript. Et on a codé, en fait, une règle custom de ESLint qui permettait de détecter les cas où on utilise cette fonction de JavaScript qui s'appelle reduce sans initialiser le reduce. Et en faisant ça, on a réussi à directement identifier tous les endroits où il y avait ce problème-là et mettre en fait, comme notre machine de ESLint, elle était intégrée dans notre CI, on garantissait qu'en fait, ce bug ne se reproduirait plus jamais. Et pour la petite histoire, parce que ça, c'est vraiment très cool, ce bug, il avait été géré en juin 2021, je crois. Et vers janvier 2022, presque plus de 6 mois plus tard, il y avait une nouvelle personne qui était venue dans notre équipe. Il y avait eu un changement de staffing. Et une nouvelle personne qui est venue dans l'équipe qui avait fait quelque chose, qui avait écrit son petit bout de code et qui avait eu sa CI qui avait cassé à cause de cette règle ESLint. Parce qu'en fait, elle avait introduit le même bug. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que grâce à ce système automatisé de qualité, en fait, on a non seulement formé l'équipe actuelle, mais également l'équipe future. On a amélioré en profondeur le système de manière à ce que ça ne se reproduise plus. Je reviens sur ma petite présentation. Et c'est là la force en fait du QRQC, c'est vraiment de réfléchir sur tous les aspects en fait où on peut, enfin toutes les vulnérabilités que ce bug permet d'identifier. Donc pour vous aider à faire ça sur vos propres bugs, j'ai fait un petit template que j'ai publié sur Medium. En fait, je reprends ce que j'ai expliqué avec les questions essentielles du QRQC. Donc comment on formule le problème, on liste son impact, on le comprend en mettant le contexte, comme je vous l'ai expliqué, et on répond aux 3 questions essentielles qui sont comprendre exactement ce qui a causé le problème, qui doit apprendre quoi,
Comment détecter le bug plutôt dans le flux et la question du mur de qualité. Quel mur de qualité aurait pu prévenir la propagation de ce bug dans le flux? Et enfin, comment j'éradique ce bug en fait? Comment ce bug, je fais en sorte qu'il ne se reproduira plus jamais et qu'il n'est plus du tout présent ni aujourd'hui, ni dans le futur dans mon application. Et ça donne ce petit template que vous pouvez du coup généraliser comme vous voulez. Vous pouvez en faire soit un papier, par exemple, vous pouvez remplir sur papier, soit une slide, soit, je veux en parler ensuite, un Notion, c'est comme ça que nous on faisait, soit juste un Excel, etc. En fait, ça dépend comment vous préférez fonctionner. Donc, ça nous amène en fait à une généralisation. C'est quoi les points de contrôle d'une bonne analyse de bugs? Parce que vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser exactement ce template, mais ce qui est important, c'est d'avoir en fait les points de contrôle essentiels, qui sont d'abord, on connaît à la ligne près ce qui a causé le bug, parce que sinon, on n'a pas bien compris le bug et on risque de rater l'opportunité d'apprentissage que représente le bug. Deuxièmement, on sait qui ne savait pas faire quoi. Et en fait, on a réussi à identifier le geste de développement ou de conception il faut qu'il soit vraiment clairement nommé. Par exemple, telle personne, tel développeur, eh bien, il a besoin d'être formé en TDD sur les bouts de code complexes pour éviter que ça se reproduise. Le but, c'est vraiment de faire en sorte de s'assurer qu'on n'a pas un plan d'action décorrélé du moment de l'action. On a identifié aussi quel mur de qualité aurait dû fonctionner et pourquoi ça n'a pas marché. Parce que sinon, on risque de ne pas améliorer le système de travail de l'équipe et le système de détection pour le futur. Et enfin, on s'est assuré d'avoir éradiqué le bug. Donc, on a fait l'effort de chercher si le bug il est présent ailleurs dans l'application. Et si c'est le cas, on a un plan clair de résolution de ce bug. Ça nous amène du coup aux erreurs classiques de l'analyse de bugs. D'abord, le fait d'oublier d'éradiquer le bug. Donc, en fait, le bug, il est encore présent ailleurs dans l'application. Donc, ça, c'est vraiment une source de frustration pour le client et pour l'équipe. Encore une fois, il faut toujours réfléchir présent et futur. Ça veut dire, est-ce que je me suis assuré que le bug, il est plus présent dans le présent, mais aussi pour le futur? Je me suis aussi assuré que mon plan d'action, il n'est pas lié à une cause superficielle. Donc, pour finir, je voudrais ouvrir sur une façon d'élargir en fait cette approche du QRQC, qui est la méthode du Dantotsu. En fait, le Dantotsu, c'est basé sur un concept assez simple, c'est de se dire que plus on détecte un défaut tard, plus il est cher à fixer. On revient à cette courbe exponentielle. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? J'ai repris ici l'expérimentation sur le Dantotsu qui a été faite dans le groupe Théodo, qui a commencé en fait il y a à peu près 1 an et qui continue d'être faite et d'être généralisée. C'est en fait, au lieu de classer les bugs par criticité, on va les classer par moment où ils ont été détectés dans le flux. Et à chaque fois, par exemple, à chaque fois qu'on va détecter un défaut, un bug, eh bien, on va lancer un QRQC. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas faire des QRQC uniquement parce qu'il y a eu un bug en production, mais vraiment, même si juste un testeur a identifié un problème, on va faire un QRQC. Donc, on passe de cette vision-là du QRQC que j'expliquais précédemment, où on va analyser les défaillances et utiliser les défaillances comme source d'amélioration, à une vision où, en fait, vraiment, tous les défauts, en élargissant le concept de défaut, donc chaque fois que le code ne se comporte pas comme attendu du premier coup, n'importe où, eh bien, c'est un défaut. On fait un QRQC et on améliore le système. Et ça permet d'avoir une approche vraiment radicale d'amélioration qui a, dans cette expérimentation qui a été faite dans le groupe Théodo, vraiment montré des résultats très, très encourageants. Il y a une présentation du CTO du groupe Théodo qui parle de ça et qui est disponible sur son LinkedIn d'ailleurs. Donc maintenant, juste en un mot, comment commencer? Si vous voulez commencer à faire des QRQC, c'est simple. Je vous ai fait un petit template à la fois de QRQC et aussi un template de comment le faire de manière plus globale. En fait, commencez par vous faire un petit outil de suivi. Moi, je vous conseille d'utiliser Notion. J'ai fait un template Notion avec des vrais bugs pour que vous ayez des exemples. Vous créez une base de données Notion. Vous pouvez le faire avec un Excel, hein, mais l'avantage de Notion, c'est que c'est plus dynamique. Vous mettez en fait sur chaque ligne chacune des questions du QRQC. Vous pouvez rentrer dans le détail avec des pièces de bugs en les ouvrant et en les développant. Et ça vous donne ensuite l'étape où en sont chacun de vos QRQC, chacun de vos bugs. Est-ce que c'est en cours d'analyse? Est-ce que c'est bloqué? Et pourquoi?
Est-ce que c'est fixé? Est-ce que les actions ont été faites? Et c'est là qu'on arrive à un point essentiel, c'est qu'il faut absolument avoir un plan, un système de suivi des actions prises, parce que sinon les QRQC ne servent à rien au final et ne sont pas utiles, et ça crée de la démotivation et du manque. Ça ne va pas vous encourager à mettre en place un système de qualité performant avec ce sujet des bugs. Donc, pour conclure, ce qu'on a pu voir, c'est que l'analyse des bugs, c'est essentiel pour bâtir un système résilient, parce qu'en fait, l'analyse des bugs, c'est le moment. En fait, chaque bug, c'est comme je reprends cet exemple de la fenêtre, en fait, qui permet de voir les entrailles de votre système vivant qui est votre logiciel. On a pu voir du coup la méthode du QRQC. C'est une méthode simple qui, en fait, concrètement, c'est juste répondre à 3 questions. Quelles manières de faire doivent être améliorées et comment? Quels murs de qualité doivent être améliorés et comment? Et est-ce que je suis certain d'avoir éradiqué toutes les occurrences du problème dans mon système, dans le présent et dans le futur? Et pour finir, on a pu parler de comment intégrer l'analyse des bugs dans la chaîne qualité pour toujours, et c'est toujours notre objectif, délivrer le plus rapidement possible du bon software. Voilà. Merci pour votre attention et on va passer aux questions. Merci beaucoup, Oussama. Effectivement, on a quelques questions qui tournent un petit peu autour des mêmes sujets, je pense. Alors, je vais prendre dans l'ordre. Une question d'Aurélien. Dans un monde où le time to market devient déterminant, le QRQC ne risque-t-il pas de ralentir le delivery? Alors, c'est une très bonne question d'Aurélien. C'est une très bonne question. C'est un peu le problème, enfin, c'est un peu le sujet plus général de la qualité. On peut toujours se dire que la qualité, ça ralentit le delivery. En réalité, le QRQC, ça va vous permettre de vous focaliser plus vite sur ce qui se passe dans votre système et de pouvoir, en fait, très rapidement éradiquer, en fait, ce bug et toutes ces occurrences. Donc, vous évitez des coûts futurs parce que ce bug, il se reproduit. De manière générale, en fait, si vous avez eu un bug, ça veut dire que vous avez une vulnérabilité plus profonde dans votre système. Et donc, le bug, en fait, au final, c'est juste un symptôme de ce problème. Si vous ignorez ce symptôme, le problème, il est toujours là. Le problème, il va se reproduire. Donc, l'implicite, c'est que les causes profondes du bug restent présentes et donc, même si on corrige le bug, on va en générer d'autres. Exactement. Le QRQC, l'avantage, c'est que ça va vous permettre de systématiquement améliorer votre système et en fait de diminuer les coûts futurs de cette cause profonde en fait. Encore une fois, le QRQC, au final, c'est vraiment assez simple. C'est un exercice où plus vous en faites, plus vous irez vite à le faire, parce que c'est vraiment une approche de se dire, en fait, c'est juste 3 questions simples. Si vous avez réussi à résoudre votre bug, vous avez déjà fait le plus gros en fait. C'est ça et ça ça vous allez être obligé de le faire dans tous les cas puisque votre bug il est présent, il a été identifié, il faut le résoudre. À partir de là, le fait de faire un QRQC, ça peut faire vraiment au bout d'un moment, ça peut se faire en même pas 10 minutes. Eh bien, ça va vous permettre de généraliser l'apprentissage. Et d'ailleurs, moi, je vous conseille, si vous voulez mettre en place le QRQC et l'analyse des bugs, mettez-vous, alors moi, c'est comme ça que j'avais fait. Je m'étais mis à l'époque une heure et quelques, où j'avais fait un tableau comme celui-là, en fait. C'est vraiment, j'ai repris des bouts de cet ancien tableau pour vous faire ce template. J'avais analysé la dizaine de bugs qu'on avait eu dans les 2-3 semaines passées. Et en fait, je m'étais tout de suite rendu compte de toutes les opportunités d'amélioration qu'on avait ratées juste en fixant rapidement les bugs. Et donc, du coup, des bugs dont tu n'étais pas à l'origine. c'était des bugs qui avaient eu lieu dans mon équipe. On était une équipe de 5 personnes. Il y en avait certains que j'avais potentiellement pu causer, mais pas forcément. Non, j'étais pas forcément le seul à les avoir, le seul le seul sur ça. Mais effectivement, je pense que c'est un peu la question que c'est un peu implicite dans ta question. C'est comment j'ai fait pour analyser ces bugs alors que j'y étais pas forcément à leur origine et pas forcément la personne qui les a fixés. C'est là que la personne qui va porter la mise en place de ce genre d'approche, c'est une personne qui doit quand même avoir un certain niveau de ownership sur le système et la code base pour pouvoir
aller vite. Et il faut impliquer des personnes qui vont, par exemple, faire beaucoup de code review. À l'époque, c'était mon cas sur ce projet-là. Donc, j'avais une très bonne compréhension du système et ça me permettait, juste en voyant en fait les PR de fixe, des bugs, de pouvoir directement, à la fois en une phrase, mettre un résumé de la cause, identifier c'est quoi le mur de qualité optimal qu'on aurait pu utiliser, etc. en fait. D'accord, donc il faut effectivement avoir sur cette pratique quelqu'un qui va avoir Alors, la capacité à identifier, l'endroit où le code est défaillant. ça, c'est En spécial. opposition à d'autres façons de faire, ou peut-être plus dans le cadre des post-mortem, où on va plutôt essayer de réunir les bonnes personnes, mais on est toujours un petit peu en aveugle. Donc là, et ce qui Le- prend plus de temps, forcément. C'est ça. Après, ça, là, je vous donne comment faire pour avoir cette méthode vraiment à l'échelle de votre équipe. C'est pas absolument nécessaire. Vous pouvez aussi utiliser le QRQC uniquement à l'échelle de vos propres bugs euh, pour vous améliorer, en fait, pour vous améliorer en tant que professionnel. Et en fait, c'est une méthode de qualité qui est justement pas liée strictement au bug, puisque ça vient même de l'industrie lourde, en fait. Même, par exemple, chaque fois que, enfin là, il y a beaucoup de testeurs qui doivent nous écouter. Si votre test a échoué et qu'il n'a pas détecté quelque chose alors que vous pensiez qu'il le détecterait, vous pouvez faire un QRQC. Moi, je vais vraiment donner l'exemple des bugs parce que c'est mon métier, c'est ma façon d'améliorer sur mon métier. Mais c'est généralisable en fait à n'importe quelle chaîne de production. D'accord. Alors, dans les autres questions, je pense que tu as déjà plus ou moins répondu, hein, mais je vais les prendre. Question de Benjamin. Cette méthode peut être chronophage. Préconises-tu de la faire systématiquement ou la notion de risque doit-elle entrer en jeu? Alors, c'est un bon point. Euh, Effectivement, du coup, la méthode, elle peut être chronophage. Pour vraiment faire le truc complet, surtout si vous incluez le fixe du bug, oui, c'est assez chronophage. Mais c'est possible d'aller plus vite au sens où vous pouvez alléger en vous posant vraiment uniquement la question principale de comment en fait faire pour améliorer le système à partir du bug. De juste se dire, euh, j'ai un bug, comment je l'améliore, comment j'améliore le système, c'est quoi le learning que j'obtiens avec ce bug, même si c'est juste un seul learning. Du coup, les gens qui ont fait l'expérimentation du QRQC systématique dans le groupe Théodo, c'est ce qu'ils ont fait en fait. Ils ont allégé le template que je vous ai montré en un template faisable en juste 5 minutes, 5 à 10 minutes, dont le but c'est juste d'obtenir un seul learning par bug. Après, euh, sur le risque, moi je pense que euh, alléger en fait, c'est important euh, si vous voulez appliquer le QRQC à toutes les étapes de votre flux. Si chaque fois qu'un testeur trouve un problème alors qu'on n'est pas encore en phase de prod, vous voulez faire un QRQC, oui, il faut alléger, oui. Mais pour ce qui est vraiment des défaillances qui ont lieu en production sur des vrais utilisateurs, moi, je suis d'avis de faire des QRQC systématiques parce que j'avais un ancien collègue qui disait la question, c'est pas de savoir si ça va se produire, mais quand ça va se produire. Et j'ai envie d'aller plus loin. La question, c'est de savoir pas seulement quand ça va se produire, mais combien ça va me coûter en fait. Donc, sur des sujets vraiment liés au code, euh, par exemple, si on parle de code front-end, euh, une mauvaise utilisation, par exemple, de Reduce, ça peut avoir un impact mineur à un moment donné, mais si vous la laissez faire, vous pouvez avoir des écrans blancs en prod sur votre produit en production avec des vrais utilisateurs, ce qui peut avoir des conséquences vraiment très néfastes en fait pour vos utilisateurs. Donc, moi, je suis d'avis quand même de toujours prendre le temps de faire des QRQC sur les défaillances que vous avez en production, parce qu'en fait, au final, chaque défaillance, il faut que ça soit vu comme une opportunité d'amélioration. On ne peut pas réparer les gens. Je cite ici les documents sur les post-mortem de Google. On ne peut pas réparer les gens. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est comme ça que est née cette logique du post-mortem dans les industries lourdes comme
les industries des fusées, etc., de l'aérospatiale, etc. On ne peut pas réparer les gens, mais on peut réparer et améliorer les systèmes et en fait éradiquer les vulnérabilités profondes afin que ça ne se reproduise plus en fait. Et si vous ne faites pas, vous continuez en fait de garder ces vulnérabilités dans votre organisation. Donc, En fait, j'ai le sentiment que l'intérêt est partagé par tous. Le questionnement, il est sur comment doser l'effort, en fait. Comment arriver à doser? Tu disais, nous, on a fait à un moment, on a essayé de limiter à un learning en disant, enfin, commençons déjà par faire ça. Il y a la question, est-ce que je fais ça sur tous les bugs ou que les bugs de prod? Moi, j'avais aussi la question, finalement, est-ce que c'est pas un peu la même chose qu'un post-mortem, avec peut-être la différence que tu l'inscris dans le process d'une façon qui te garantisse une meilleure réactivité? Et puis après, c'est comment je dose l'effort, parce que plus j'investis, plus je vais apprendre de choses, et moins j'investis, plus je risque de passer à côté des choses vraiment significatives. cette question est intéressante. C'est quoi la différence avec un post-mortem? En fait, la différence, elle est vraiment dans le but du document final, en fait, de la pratique elle-même. Un post-mortem, généralement, au final, on le fait surtout dans une logique de communication. Enfin, c'est ça un peu le but premier, c'est de recréer de la confiance entre typiquement les équipes métiers et les équipes techniques, d'éviter l'installation d'une défiance au long terme et créer du sens en fait par rapport à l'incident qui a eu lieu. Le QRQC, en fait, ça inverse en fait le sens des priorités. Le QRQC, l'objectif, c'est d'améliorer en fait. Et c'est pour ça que un post-mortem, il faut avoir le maximum de personnes impliquées parce que toutes ces personnes, elles ont leur mot à dire, elles ont participé, elles ont une certaine vision. Alors que le QRQC, ça peut être fait juste par la personne qui a causé ou qui a fixé le bug dans l'optique d'améliorer le système. Et du coup, il y a certains trucs qu'on va pas du tout avoir dans les QRQC, comme les timelines d'incidents. Parce qu'en fait, les post-mortem, comme c'est pensé pour les incidents, c'est pas pensé pour les bugs en fait. D'ailleurs, la documentation de Google sur le sujet des QRQC, c'est la documentation liée sur le SRE chez Google. Donc le SRE, c'est les System Reliability Engineers. Donc c'est les gens qui sont chargés de s'assurer de la continuité des opérations et des infrastructures. C'est vraiment axé incident en fait. Alors que le QRQC, c'est axé système, c'est axé amélioration des équipes, du code, des tests, etc. C'est pas, il y a une différence d'approche en fait entre les deux. Oui, non, mais ta réponse est très claire. Voilà, on a encore une question, mais je pense on l'a déjà traité. Enfin, oui, c'est ne risque-t-on pas de tomber dans le piège de la surqualité? On revient toujours au même point. On revient un petit peu au même point, oui. On revient au même point. En fait, je pense que c'est surtout qu'il faut se demander. Je pense qu'il y a un enjeu de criticité de risque, mais c'est plutôt à l'échelle de tout votre projet. C'est-à-dire que moi-même, sur mes projets perso, j'avoue, je ne fais pas trop de QRQC. Par contre, et c'est là que j'ai regretté, je suis dans des associations, et dans une des associations où j'étais, on collectait des dons, et il y a une phase dans l'année où il y a plus de dons que d'habitude. Et on a eu un bug où en fait une partie des dons était cassée pendant presque un mois parce que il y avait des outils de qualité que j'avais pas utilisés sur cette. Et en plus, ils arrivaient sur ton compte bancaire directement, ce qui était embêtant. Sur mon compte bancaire. Mais voilà. Et du coup, en fait, c'est dire l'enjeu, c'est pas vraiment à l'échelle du bug, parce que si vous faites ça, c'est un peu trop tard. Justement, c'est post-mortem. L'enjeu, c'est plutôt de réfléchir. Est-ce que mon application, les enjeux dessus sont suffisamment importants? Est-ce que les briques dans mon application, les enjeux sont suffisamment importants? C'est plutôt comme ça qu'il faut réfléchir. Et du coup, si on reprend dans l'exemple des voitures, est-ce qu'on peut se permettre, quand on produit des voitures, d'avoir des pièces défectueuses dans des moteurs? Non, en fait.
ou dans des freins, non. Parce que c'est vital. Si il y a une pièce défectueuse dans les freins des voitures, ça va entraîner des accidents, des gens vont mourir. Si par contre, je sais pas, le cuir du siège, il est un peu défectueux, vous voyez, l'enjeu, c'est pas le même. C'est là que c'est ici qu'il faut réfléchir, en fait, je pense, en termes de qualité ou de surqualité. C'est plutôt de se dire, c'est quoi le bon niveau de qualité dont j'ai besoin ou dans mon application. Si c'est un endroit critique et important, bah, il ne faut pas se permettre de laisser les défaillances passer en ratant les opportunités d'apprentissage. Parce que demain, la cause profonde derrière la défaillance, elle va en entraîner une autre qui, pour la peine, sera peut-être beaucoup plus grave, peut tuer mon entreprise, etc. en fait. Alors, je conclurai en partageant, c'est pas une question, c'est plus une remarque, remarque de Nicolas que je trouve très, très bonne. C'est peut-être une méthode à partager aux devs s'ils veulent analyser leurs bugs plutôt que faire un simple fixe. Effectivement, c'est certainement une démarche à mettre en place dans un esprit commun d'équipe. Ouais. D'ailleurs, on s'était rendu compte en analysant les bugs, etc., que quand on était les équipes qui juste fonctionnaient en mode fixe, hotfix comme par Nicolas, en fait, il y avait 30% des hotfix, c'est arrivé jusqu'à 30% des hotfix qui causaient eux-mêmes des bugs. Parce qu'en fait, on va vite, on hotfixe un truc, du coup, on est dans une phase où on a les murs de qualité qui sont un peu plus bas, on va en désactiver certains, etc. Pouf, ça cause un bug. Donc, clairement, faire des hotfix, c'est important au sens où, bah, oui, il faut le plus vite possible rétablir l'activité, casser la défaillance, mais s'arrêter au hotfix, c'est clairement pas une bonne façon de réfléchir. Je pense que tout le monde est d'accord dessus. Je pense que c'est une méthode à partager aux devs. Moi, j'en ai beaucoup parlé parce que bah, je suis dev, mais je pense que c'est vraiment une approche qui peut être généralisable. Enfin, les gens qui, par exemple, sont testeurs et écrivent des tests automatisés, bah, ils peuvent avoir exactement la même logique sur comment est-ce que, sur le fait de se dire, ah bah, un défaut est passé alors que j'ai écrit des tests, qu'est-ce qui fait que le défaut il est passé? C'est quoi la vulnérabilité dans mon système de test qui fait que ce type de défaut peut passer, en fait? Ok. Très bien. Bah, écoute, on va conclure cette présentation ici. Merci beaucoup, Sama. Je pense que nombre des participants sont en train de se demander comment ils vont mettre en place QRQC dans leur organisation. On verra. Débrief dans un an. Voilà. Merci pour ta présentation. Et puis, bah, Merci à vous. Alors, on va prendre une petite minute de pause. Oui,